Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de l'information sur Ivoire TV. Voici les titres de l'actualité. Les militants de l'ex-parti au pouvoir se réorganisent pour relever les grands défis auxquels ils sont actuellement confrontés. Ce samedi 23 juillet, les comités centrales du Front populaire ivoirien étaient réunis dans les locaux du CNRD et un nouveau président intérimaire a été désigné pour succéder à Coulibaly Mamadou. Les détails dans ce journal. Le président de la République sera en visite cette semaine aux États-Unis où il doit rencontrer Barack Obama. Un déplacement très attendu sur les bords de la lagune est prié au vu de l'enjeu qu'il revêt pour la Côte d'Ivoire. Et puis nous irons hors du continent africain avec le risque de réapparition de choc des religions après les attentats d'Oslo le vendredi dernier. L'analyse de la rédaction vous sera proposée. Le Front populaire ivoirien semble bien décidé à prendre son destin en main malgré la crise débordante que traverse le parti ces derniers temps. Et ce samedi, le comité central de l'ex-parti au pouvoir était réuni au siège du CNRD à Cocody dans la banlieue d'Abidjan pour plancher sur les grandes questions de l'heure. Moi, je ne peux pas continuer dans ces méli-mélo, un mélange confus comme ça. Il y a des choses dans le rassemblement, on doit se dire les vérités. Comment on a géré le pouvoir? Et puis, c'est la même chose qu'on vient faire. Non, je ne suis pas d'accord. Des frustrations, de l'amertume, de la révolte, quand d'autres affichaient de la détermination. Voilà le contraste qui prévalait ce samedi 23 juillet au matin chez les militants du Front populaire ivoirien qui avaient effectué nombreux le déplacement du siège du CNRD pour prendre part à la réunion du comité central du parti qui devait y avoir lieu. Dès notre arrivée, peu après 10 heures, l'affluence était déjà perceptible. Certains militants devisaient passionnément dans la cour du Congrès, alors que d'autres se faisaient enregistrer dans le hall de la grande salle de conférence, en attendant l'arrivée des ténors de la formation frontiste. Et quand se font enfin voir quelques instants plus tard les têtes fortes, c'est un air de solidarité qui souffle sur les lieux, un peu comme si l'heure du rassemblement avait fatalement sonné. Très vite, les choses sérieuses vont commencer à partir de 10h30 avec l'intervention du secrétaire général Miaka Oreto qui situe le cadre du rendez-vous auquel ont répondu nombreux les militants. Dans son développement, Miaka Oreto va dépeindre un tableau noir de la situation sécuritaire dans le pays avant de rassurer les militants quant au départ du professeur Coulibaly Mamadou qui selon lui est loin d'effondrer le parti même si ceci demeure une parenthèse douloureuse. Le secrétaire général va par ailleurs revenir sur l'objet de la visite d'une délégation du parti chez l'ancien président Henri Konan Bédié, qu'il va notamment expliquer par la nécessité de négocier une recomposition de la commission électorale indépendante et surtout la relaxation des barons du parti détenus dans le nord du pays. À la suite de Miaka Oreto, c'est Laurent Akoun, autre membre influent de la direction du FPI, qui va prendre la parole pour donner des nouvelles des ténors de l'ex-régime emprisonné, puis d'annoncer la mise en place d'une nouvelle direction intérimaire pour combler le vide laissé par le départ du professeur Amadou Coulibaly. Parlons justement de cette nouvelle direction intérimaire. Celui à qui la tâche incombe désormais de défendre les intérêts du parti n'est autre que Miaka Oreto Sylvain, ce bouillant secrétaire général qui n'avait pas hésité à occuper le front aux heures chaudes de l'après-guerre quand l'ex-parti au pouvoir menaçait d'être disloqué. C'est donc tout naturellement que l'homme a été accepté à ce poste par l'ensemble des militants, même si la mission qu'il devra braver s'annonce comme une forte tempête au vu de tous les défis qui l'attendent. Faire libérer les barons du régime déchu emprisonnés, redonner au FPI sa place sur l'échiquier politique national, voilà entre autres défis majeurs auxquels sera confronté le nouveau président de l'icône des partis de gauche dès les premières heures de sa prise de fonction. Et la mission a déjà commencé avec la levée de fonds organisée ce samedi même pour venir en aide aux détenus du Nord. Une levée de fonds qui a permis de collecter près d'1 million de francs CFA. À l'issue de cette concertation au sommet, quelques figures de proue du parti ont affiché leur optimisme quant au retour en force du bloc frontiste. Est-ce que vous ne croyez pas que cette tâche qui vous incombe peut être un peu trop lourde quand on sait qu'au sein du FPI, il y a un grand nombre de velléités de séparation? Vous affirmez cela? Avec Coulibaly qui part, il y a des rumeurs même qui disent que d'autres ont l'intention de partir. Attendu le micro,
pour soulever cette question-là. Oui, est-ce que ce n'est pas une scission? En politique, les termes ont leur sens. Hein? Il n'y a aucune velléité de départ. Koulibaly, c'est un camarade en qui nous avions placé notre confiance, qui a exercé ses fonctions comme il pouvait le faire, et de fort belle manière d'ailleurs, et qui, pour les convictions qui sont les leurs, les siennes, a décidé de partir. Il est parti, il s'en va. Vous avez vu, le comité central est venu là. La salle est remplie comme un œuf. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de velléité. Et le collectif des fédéraux, qui sont nos responsables du parti dans les différents départements et sur le terrain, le collectif a affirmé que nous sommes là, nous sommes prêts à travailler avec la nouvelle direction intérimaire. Donc il n'y a pas de départ, il n'y a pas de velléité, de séparation, de scission, tout ça. Nos adversaires tentent d'affaiblir le Front populaire ivoirien, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien, en effet, c'est un esprit qu'on ne peut pas étouffer. La preuve, aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés et le Front populaire renaît de sa cendre. C'est que tout le monde est sorti. Voyons qu'après la crise, après l'attaque, on s'est dispersé. Il faut avouer que chacun avait peur. On ne sait pas où était l'autre. Et pour la plupart, quand vous ne voyez pas quelqu'un, vous pensez qu'il est soit en exil et puis vous pensez même au pire. Cette réunion a permis de voir que tout le monde est sur place. Et qu'il y a eu certes des départs, mais que beaucoup de cadres sont là. Et surtout, mobilisés et déterminés. Nous avons vu une grande mobilisation qui me réconforte dans ce que je dis toujours, que le Front populaire ivoirien ne peut pas mourir et qu'il n'est pas encore mort. Je pense que c'est un sentiment de fierté et de joie de pouvoir que le Front populaire ivoirien a réfléchi à la redynamisation de son parti. Et je crois que c'est cela qui nous réjouit au sortir de cette rencontre. Donc l'optimisme est de mise de votre côté? Oui, tout à fait, parce que je pense que d'aucuns pensaient que le FPI était en train de faire ses funérailles, mais plus au contraire, je pense que le FPI s'organise et les jours à venir, vous verrez un FPI beaucoup plus requinqué, beaucoup plus dynamique qu'avant, qui sort de sa torpeur pour pouvoir affronter les défis auxquels aujourd'hui nous sommes en train de faire face. Le FPI de retour, peut-être pour bientôt, même si le chemin reste encore long et surtout parsemé d'embûches. Vous avez dû le voir dans ce reportage qui vient de passer. Miaka Oureto succède donc à Mamadou Koulibaly en tant que président intérimaire du parti, mais cette désignation, bien que très attendue, pourrait être une épreuve forte pour ce militant des premières heures. On l'avait pressenti et la confirmation est tombée ce samedi 23 juillet. Celui qui a été désigné pour assurer la présidence intérimaire de l'ex-parti au pouvoir n'est autre que Miaka Oureto Sylvain, qui faisait jusque-là office de secrétaire général. Un choix loin d'être surprenant quand on voit le rôle déterminant joué par cet originaire de l'Ouest ivoirien après la chute du régime Gbagbo. Peu après l'arrestation de Pascal Affi-N'Guessan, président en exercice du parti, le 22 avril dernier, Miaka Oureto avait vite fait de jouer la carte de l'apaisement pour sauver ce qui restait de poids lourd dans le parti de Laurent Gbagbo. Cette attitude pacifique du secrétaire général des frontistes a visiblement contribué à refroidir l'ardeur des vainqueurs de la guerre dans un contexte où les pontes du régime déchu se voyaient systématiquement arrêtés. Ce n'est qu'après la défection de Koulibaly Mamadou, le 11 juillet dernier, que la montée en puissance de cet ancien maître assistant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université de Cocody va prendre forme. En l'absence d'un titulaire autorisé à la présidence du parti, Miaka Oureto va prendre en main la gestion des affaires courantes, ce qui va le conduire à Daokro pour rencontrer le président Bédié en vue de négocier la libération des refondateurs emprisonnés. Si son accession de circonstance à la tête du Front populaire ivoirien marque un tournant décisif dans sa carrière politique, le challenge auquel doit faire face Miaka Oureto est énorme, peut-être même trop énorme, quand on sait que les priorités du parti frontiste sont aujourd'hui de faire libérer leurs camarades détenus dans le nord du pays et de réoccuper efficacement le terrain politique ivoirien. L'homme réussira-t-il à relever tous ces défis avec une adversité qui se durcit davantage contre les ex-tenants du pouvoir, une équation bien complexe que Miaka se verra contraint de résoudre. Alassane Ouattara sera en fin de semaine aux États-Unis où il doit rencontrer son homologue Barack Obama. Cette visite de travail du chef de l'État ivoirien augure d'un appui important des États-Unis à l'économie ivoirienne dans un contexte de reconstruction post-crise. À partir du 29 juillet prochain, le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara sera en visite de travail au pays de Long Sam. Une visite qui se présente comme une aubaine cruciale à saisir pour la Côte d'Ivoire
Surtout que ce pays d'Afrique de l'Ouest sort à peine d'une guerre consécutive à une crise post-électorale longue de 5 mois. Sur l'agenda du numéro 1 ivoirien, des rendez-vous très importants, dont le plus important reste à l'évidence la rencontre qu'il aura avec le président américain Barack Obama, en même temps que 3 autres de ses homologues du continent. L'occasion sera donc belle pour Alassane Dramane Ouattara de renouveler les besoins criards de son pays en termes d'appui au développement, car les États-Unis représentent un partenaire incontournable à même de jouer un rôle prépondérant dans le relèvement de la Côte d'Ivoire, même si au lendemain de la chute de Laurent Gbagbo, Washington s'est empressé de venir en aide au peuple ivoirien à travers des apports financiers d'urgence, d'autres dons visant à soulager la population exsangue. Le fait est que un afflux d'investisseurs américains en terre de Burnie serait d'autant plus salutaire vu les opportunités que cela représente en termes de création d'emplois. Par ailleurs, le président ivoirien aura également à s'entretenir avec les responsables de la Banque mondiale et les Nations unies, toujours pour rechercher les appuis nécessaires au financement des grands projets de l'État et pour renforcer la sécurisation du territoire national, gage indispensable pour créer des conditions idoines d'investissement. Autant dire que ce déplacement du chef de l'État dans le pays le plus puissant du monde est de bonnes augures pour l'ensemble de la communauté nationale, car une moisson fructueuse constituerait un motif de soulagement important pour les populations ivoiriennes. Et justement, dans le cadre de ce déplacement du numéro 1 ivoirien au pays de l'Oncle Sable, le représentant permanent de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Madame Tall, a été reçu en audience ce vendredi 22 juillet par le président de la République en vue des échanges que ce dernier aura cette semaine avec le groupe de la Banque mondiale à Washington. Au sortir de cette audience, Madame Tall a révélé que l'institution financière doit appuyer la Côte d'Ivoire dans sa relance économique et dans le développement de ses infrastructures, ainsi que du secteur privé. La décharge d'Aguedo sera fermée d'ici à la fin de l'année 2011. C'est en substance que l'on peut retenir de la déclaration de la ministre de la Salubrité urbaine qui était en visite samedi 23 juillet sur le site de la décharge en compagnie du chef du gouvernement et du ministre de l'Environnement ainsi que du gouverneur du district d'Abidjan. La ministre a par ailleurs révélé que 25 centres de regroupement seront bientôt créés pour suppléer la décharge, ce qui sera selon elle pourvoyeuse d'emploi. On part à l'étranger où la Norvège était frappée ce vendredi par de violents attentats ayant causé la mort d'au moins 92 personnes. Ces attentats causés par Anders Behring, un militant d'extrême droite qui dit rejeter toute idée d'acceptation de l'islam, fait ressurgir le spectre d'un conflit des religions dans le monde. 92 morts. C'est le triste bilan de l'attentat qui a frappé la capitale norvégienne Oslo ce vendredi 22 juillet dans l'après-midi. Jusqu'à présent, la Norvège, ce tranquille pays scandinave situé au nord de l'Europe, était épargné par la vague d'attentats qui secoue le monde occidental depuis 2001. Mais cette fois, ce pays cache la montée de l'extrémisme racial et du rejet religieux en son sein. Cette compréhension des faits paraît la plus crédible, en tout cas pour le moment, si l'on s'en tient aux déclarations de Anders Behring Breivik, défini comme un fondamentaliste chrétien nationaliste, principal suspect dans ces attentats, qui a justifié ses crimes par la haine viscérale qu'il porte contre la religion musulmane. Si ce acte macabre de ce terroriste en version occidentale peut surprendre, la réalité dramatique mais pourtant indéniable qui se profile à l'horizon et qui a même déjà commencé à prendre forme est celle d'une ressurgence du choc des civilisations, une autre guerre des croisés qui pourrait prendre des allures incontrôlées au point de faire de la planète une poudrière permanente. D'ordinaire, quand on fait cas d'un attentat, on fait tout de suite référence au monde arabe puisque c'est généralement dans les pays du Golfe Persique ou du Maghreb que les attentats se produisent. Ou encore même si ces pays occidentaux sont touchés, alors les auteurs proviennent généralement de cette région du monde. Or, le revers de la médaille est malheureusement ce que vient de montrer au monde entier ce militant d'extrême droite norvégien. Comme pour faire comprendre de façon claire que chez les Occidentaux aussi surgirait probablement une génération de terroristes voulant eux aussi, à l'instar de ceux des pays arabes, anéantir l'islam et ce sous toutes ses formes. Cette guerre latente est déjà lancée et ce qu'il y a fort à craindre, c'est que cet épisode sanglant de la vie du royaume norvégien ne soit pas le dernier. Anders Behring constitue-t-il à lui seul un ordre de terroristes anti-islamiques
Ou reflète-t-il tout simplement la vision de plus en plus de citoyens européens qui vivent difficilement la cohabitation avec des individus pratiquant la religion musulmane? Pour Anders Behring, il s'agissait de s'en prendre à son gouvernement issu de la gauche travailliste, dont il dénonce l'acceptation trop grande de la différence islamique. Mais que feront ces imitateurs quand à leur tour, ils voudront se faire entendre? On fait part aux États-Unis où les couples homosexuels de New York peuvent faire respirer l'air de la liberté et surtout se reconnaître dans la société new-yorkaise. En effet, ce dimanche, New York devenait le 6e État américain à valider les mariages homosexuels et les concernés n'ont pas raté l'occasion puisque plus de 800 unions gays ont été célébrées le même jour. Par les pouvoirs qui me sont conférés par les lois de l'État de New York, je vous déclare marié. Vous pouvez sceller vos vœux par un baiser. Un baiser particulier pour Phyllis, 75 ans, et Connie, 85 ans, qui attendait ce moment depuis très longtemps. Le poing levé, elle montre l'acte de mariage, tout un symbole pour la communauté gay américaine. Comme Phyllis et Connie, des centaines de couples se sont mariés dimanche. À New York, l'ambiance est à la fête et les costumes aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole homosexuel, étaient légion, même si certaines ont préféré la robe blanche, plus traditionnelle. Nous sommes si contentes et excitées, c'est vraiment un moment historique. C'est le résultat d'un grand travail fait par beaucoup de gens. On est vraiment trop heureuse de pouvoir fêter ce jour historique pour New York. Ça restera un souvenir gravé à jamais dans nos mémoires. New York devient le 6e et surtout le plus grand État américain à autoriser le mariage homosexuel. Reste maintenant pour la communauté gay à convaincre les parlementaires à Washington d'annuler la loi sur la défense du mariage. Une loi signée par Bill Clinton en 1996 qui empêche les couples homosexuels de recevoir les mêmes droits fiscaux que les couples hétérosexuels. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur Ivoire TV. Au revoir.